Ok. Donc, la dernière fois, on avait commencé à parler de collection. On avait dit que collection avait trois principales sous-classes qui étaient set avec une majuscule. Donc, on avait vu les sous-classes, notamment set avec une minuscule et frozen set. La deuxième grande sous-classe, c'était séquence. Donc, on avait vu notamment tuple, les classes définies par name tuple, list, deck, et puis il y a aussi string et bytes dont on n'avait pas beaucoup parlé, mais qui sont aussi dans cette catégorie. Et donc aujourd'hui, pour terminer, on va parler donc de la troisième grande sous-classe qui s'appelle mapping. Et mapping, en gros, c'est tous les trucs qui ressemblent à un dictionnaire, même si en pratique, en fait, il y a une sous-classe de mapping qui est dict, et les autres dont on va parler sont elles-mêmes des sous-classes de dict, en fait. Donc, un dictionnaire, c'est quelque chose qui est mutable et qui est pas hachable. Donc, il y a plusieurs façons de définir un dictionnaire. Là, donc, je vais présenter plusieurs façons de définir le même dictionnaire. Soit donc avec la syntaxe entre accolades où vous mettez clé de point valeur, soit vous lui rentrez une liste de paires clé valeur. Soit vous pouvez aussi utiliser zip. Donc zip, si vous vous souvenez pas ce que ça fait, zip, ça prend deux itérables en fait et ça vous itère sur les paires en fait. Donc là, quand vous faites zip de 0, 1, 2, 3 et ABCD, en fait, ça itère sur 0A, 1B, 2C et 3D. Quand vos clés sont des identifieurs Python valides, donc des trucs qui ressemblent à des noms de variables, vous avez aussi le droit d'utiliser la syntaxe avec des keyword arguments. Donc, vous pouvez faire dict de 0 égale A, 1 égale B, 2 égale C, 3 égale D. Évidemment, si vos clés, c'est des trucs qui ne ressemblent pas à des noms de variables, donc des tuples ou des chaînes de caractères qui contiennent des espaces ou des trucs comme ça, vous n'allez pas avoir le droit à cette syntaxe-là. Ou des mots-clés réservés, etc. Ensuite, on peut aussi définir donc, un dictionnaire par une dict comprehension. Donc ça, c'est vraiment un peu l'écriture mathématique. Donc, le dictionnaire des trucs qui a x associe x au carré pour tous les x qui sont dans le range de 10, c'est-à-dire de 0 à 9. Évidemment, comme d'habitude, pour tout ce qui est comprehension, vous pouvez aussi mettre un if, donc if x est un multiple de 3, ainsi de suite. Enfin, vous pouvez utiliser la syntaxe from keys qui va vous permettre de définir un dictionnaire à partir d'une liste de clés et une seule et unique valeur commune pour tous les trucs du dictionnaire. Donc, typiquement, si vous voulez faire un dictionnaire de compteurs, par exemple, vous dites OK, on commence une partie et Alice, Bob et Kate ont tous un score de 0 au début de la partie. Vous pouvez faire ça avec from keys plutôt que de mettre 0 à chaque fois. Donc ensuite, donc collection, donc c'est la grande surclasse de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc c'est les trucs qui sont des sizable, donc il y a une longueur, des containers, donc il y a une notion d'appartenance, et des itérables, donc il y a la possibilité d'itérer. En ce qui concerne la longueur, ça va faire ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire que là, mon dictionnaire a une longueur de 4 parce qu'il y a 4 paires clés-valeurs. Pour le reste, en fait, il faut plutôt voir un dictionnaire comme une collection de clés qui sont étiquetées avec des valeurs. Et pour cette raison-là, l'appartenance, en fait, va marcher sur les clés. C'est-à-dire que là, mon dictionnaire, si je lui demande si 0 fait partie du dictionnaire, il va me dire oui, parce que c'est une des clés du dictionnaire. Par contre, si je lui demande si A appartient à un dictionnaire, il va me dire non, parce que ça ne fait pas partie des clés. J'ai effectivement A quelque part dans mon dictionnaire, mais c'est dans les valeurs, donc ça ne compte pas pour la notion d'appartenance. De la même façon, si on veut itérer, ça va aussi itérer sur les clés. Donc, si vous faites for key in votre dictionnaire, en fait, là, ça va itérer sur 0, 1, 2, 3, c'est-à-dire les clés. Ceci dit, la plupart du temps, quand même, quand vous itérez sur un dictionnaire, ça vous intéresse souvent d'itérer en même temps sur les clés et sur les valeurs. Donc, la syntaxe vraiment qu'on va rencontrer tous les jours, c'est plutôt d'itérer sur le dictionnaire.items, dont on va parler après. Et parfois, ça vous arrive effectivement de vouloir récupérer, d'itérer sur les clés sans itérer sur les valeurs en même temps. Vous pouvez utiliser la syntaxe pour ce qu'on vient de voir. Moi, personnellement, je préfère itérer sur le dictionnaire.keys parce que je trouve ça plus explicite pour le lecteur. Donc, les dictionnaires vont définir ces notions-là, donc de keys, de values et de items. Donc, les keys,
Voilà, c'est ça. Les values, c'est ça. Et donc, le items permet d'itérer sur les deux en même temps. Tout comme les tuples, les dictionnaires ont une notion de unpacking et c'est particulièrement intéressant pour être utilisé comme argument de fonction. Puisque donc, quand vous avez une fonction, donc f de 0, 1, 2, 3, vous avez deux syntaxes en Python. Hein, soit vous donnez les arguments de façon positionnelle, donc vous faites f de je sais pas quoi, ABCD par exemple, soit vous pouvez aussi donner les arguments sous forme de keyword. Donc vous faites f de 0 égale A, 1 égale B, etc. Donc la première syntaxe en fait va correspondre à du tuple unpacking, c'est-à-dire si vous prenez un tuple qui est A, B, C, D, vous faites f de étoile le tuple, ça va vous faire ce que vous voulez. Et la deuxième syntaxe par keyword argument, en fait, va correspondre à un dictionary unpacking. C'est-à-dire que si vous avez ce dictionnaire-là, donc qui a 0 associé A, 1 associé B, et ainsi de suite, vous pouvez le unpacker avec la double étoile. Ça va vous faire exactement la même chose que si vous aviez tapé en toutes lettres f de 0 égale A, 1 égale B, 2 égale C. Donc, on peut évidemment accéder aux valeurs d'un dictionnaire. Donc, ça, il y a deux syntaxes. Soit la syntaxe avec les crochets, donc voilà, vous mettez la clé, vous avez la valeur. Soit la fonction .get, et pareil, vous mettez le truc. Donc, ça fait presque la même chose. La plupart du temps, ça fait la même chose. Mais il y a une différence qui est quand une valeur est manquante. Donc, si vous essayez d'utiliser la syntaxe crochet avec la clé 10, là, par exemple, qui n'est pas présente dans mon dictionnaire, il va vous insulter en vous renvoyant une key error. Il va vous dire, 10, en fait, n'est pas une clé de ce dictionnaire-là. Par contre, si vous essayez de le faire avec le get, vous essayez de getter la valeur correspondant à la clé 10, en fait, là, il va vous renvoyer none et donc vous n'avez pas de message d'insulte. Donc, souvent, dans la vie courante, on utilise la syntaxe avec les crochets, qui est plus courte à écrire. Par contre, la méthode get, elle va être très utile, notamment si vous voulez l'utiliser comme callback en argument d'une autre fonction. L'exemple typique, c'est si vous voulez, par exemple, trier les clés d'un dictionnaire par la valeur correspondante dans le dictionnaire, vous allez dire, OK, qu'est-ce que je veux trier? Je veux trier les keys de mon dictionnaire, donc mon dictionnaire.keys, et selon quels critères est-ce que je veux les trier? Je veux les trier selon la fonction qui a une clé associée à une valeur. Et cette fonction, elle existe, c'est mon dictionnaire.get. De la même façon, si je veux trouver le largmax, si je veux trouver l'argmax de mon dictionnaire, je vais dire qu'est-ce que je veux? Je veux une des clés et je veux maximiser selon quel critère? Le critère qui a une clé associée à une valeur, c'est-à-dire la fonction get de mon dictionnaire. Alors ensuite, toujours pour accéder aux valeurs du dictionnaire, on a une autre méthode qui existe qui s'appelle setDefaults. Dont le nom, moi, je trouve est un peu contre-intuitif parce que c'est un petit peu entre le get et le set, c'est-à-dire ça va nous permettre d'accéder à une valeur, mais en fait, indirectement, ça va nous faire un set si c'est nécessaire. Donc, si je veux aller chercher la valeur correspondant à la clé 0, donc je fais mon dictionnaire.setDefault 0 et puis une certaine default value. Il se trouve que là, 0 fait partie des clés de mon dictionnaire, donc il va me renvoyer la valeur correspondante, c'est-à-dire A. Et mon dictionnaire, en l'occurrence, n'est pas modifié, il est comme il était au départ. Par contre, maintenant, si je veux faire la même chose en allant chercher une clé qui n'est pas dans mon dictionnaire, c'est-à-dire for, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me renvoyer en fait la valeur par défaut que j'ai spécifiée dans mon set default et il va insérer immédiatement cette valeur dans le dictionnaire pour que plus tard, voilà, si on retourne chercher dans le dictionnaire, en fait, c'est cette valeur qu'on va voir. Alors, ensuite, pour ajouter ou mettre à jour des valeurs dans le dictionnaire, il y a aussi la syntaxe bracket, comme pour une liste. On fait dictionnaire de clé égale valeur. Ça peut servir aussi bien pour modifier une valeur existante que pour rajouter une nouvelle valeur dans le dictionnaire. Et on a aussi donc la fonction update qui va nous permettre de modifier ou ajouter plusieurs valeurs d'un seul coup. Et ça, on va lui faire manger par exemple un dictionnaire qui va donc dire, OK, la nouvelle valeur associée à 1, c'est bêta, la nouvelle valeur associée à 5, c'est F. Pour enlever les éléments, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Donc, on peut enlever les éléments par clé. Donc, pour ça, on va utiliser del. C'est comme pour une liste. Del de mon dictionnaire crochet la clé.
Et sinon, on peut aussi enlever des éléments tout en les récupérant avec une méthode pop. Donc ça, c'est aussi comme pour les listes. Donc je fais mon dictionnaire.pop, le nom de la clé. Ça me renvoie la valeur correspondante. Et comme vous le voyez, quand je réimprime mon dictionnaire, la valeur a disparu du dictionnaire. La méthode pop, elle possède aussi un argument optionnel qui est une valeur par défaut et qui va faire que si la clé n'est pas trouvée dans le dictionnaire, en fait, il va vous renvoyer la valeur par défaut. On a aussi une méthode pop item. La méthode pop item, alors la méthode pop, elle nous renvoyait une valeur associée à une clé. La méthode pop item, elle va nous renvoyer directement une paire clé-valeur arbitraire. Donc, elle nous permet d'enlever un truc au hasard, entre guillemets, dans le dictionnaire. Tout à fait au hasard, en fait, c'est le dernier rentré dans le dictionnaire, parce que c'est un système LIFO. Donc voilà, si je fais ça, par exemple, voilà, il a choisi de récupérer 3 et D. Alors, en l'occurrence, c'est la dernière par ordre d'insertion. Et donc, mon dictionnaire est modifié, il n'y a plus la valeur dans le truc. Et donc, dernière façon d'enlever des choses d'un dictionnaire, c'est de faire clear pour tout enlever. Alors, un exemple d'utilisation de pop, c'est quand on a une fonction avec des quarks. Et notamment quand notre fonction, ça va être une méthode, typiquement dans un contexte de programmation orientée objet, typiquement dans des contextes d'héritage, etc. Mais là, je vais juste le faire avec une fonction pour avoir du code un peu plus court pour vous montrer le mécanisme. Donc, imaginons qu'on ait une fonction qui prenne un argument A avec une certaine valeur par défaut, B avec une certaine valeur par défaut, et en l'occurrence, je vais prendre une fonction triviale parce que peu importe ce qu'elle fait, là, elle va juste retourner A et B. Donc, si j'essaye d'appeler ma fonction avec un argument qui n'existe pas, donc par exemple C, je me fais insulter et j'ai un type error, my function n'accepte pas un argument qui s'appelle C. Imaginons maintenant que pour des raisons X, Y ou Z, j'ai envie de rédiger ma fonction avec des quarks. Et ça, encore une fois, là, dans un contexte de fonction, dans mon petit exemple, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais quand on fait de la programmation orientée objet avec de l'héritage, c'est un truc qui est quand même souvent utile. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, cette syntaxe-là que vous connaissez peut-être, en fait, elle va stocker dans Quarks. Quarks, ça va être un dictionnaire qui va stocker en fait les arguments que m'aura passé mon utilisateur. Donc, si mon utilisateur il passe les arguments Toto égale truc, Tata égale machin, et ben ça va stocker ça dans Quarks, qui va être un dictionnaire qui à Toto va associer truc et à Tata va associer machin. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire? Je vais aller chercher la valeur de A dans ce dictionnaire-là. Donc, je vais utiliser pop. Et si A n'est pas dans le dictionnaire, je vais utiliser la valeur par défaut, puisque mon utilisateur n'est pas obligé de spécifier la valeur de A. Je vais ensuite faire la même chose avec B. Je vais aller chercher la valeur correspondant à B dans mon dictionnaire Quarks. Et si la valeur n'est pas là, je vais prendre la valeur par défaut. À ce stade-là, mon dictionnaire a été déshabillé des clés A et des clés B. Donc, tout ce qui reste, a priori, c'est des arguments inattendus de ma fonction et donc des choses pour lesquelles j'ai potentiellement envie de renvoyer une erreur. Donc, si Quarks, alors je vous rappelle que quand on fait si sur une collection, il va regarder si la longueur de la collection est supérieure à 0 ou pas. Et donc, s'il reste des Quarks, à ce moment-là, on va en prendre un, n'importe lequel. Donc, K va contenir la clé et la variable underscore qui ne sert à rien va contenir la valeur. Je récupère ça avec un pop item et je renvoie une erreur pour dire cette fonction n'accepte pas le keyword argument correspondant à la clé. Donc, on vérifie que ça fait bien la même chose. Quand j'essaye my function de C égale 12, il récupère le A, il récupère le B. Ça ne bug pas parce que j'ai une valeur par défaut dans mon pop. Il voit qu'il lui reste des quarks. Et donc, il récupère la clé C et il m'insulte avec got an expected keyword argument C. Alors, petite remarque en passant, si on veut fusionner deux dictionnaires, donc j'ai un dictionnaire qui s'appelle D0 où ABC sont associés à la clé 0 pour qu'on s'en souvienne, et un dictionnaire D1 où j'ai juste les clés A et D qui sont associées à la valeur 1. Une première option pour fusionner ça, donc je vais prendre un nouveau dictionnaire D qui va être une copie de D0 et je vais utiliser la fonction update en prenant D1 comme argument. Et donc, ça va écraser les valeurs existantes avec les valeurs de D1. Donc, du coup, le A
maintenant va avoir la valeur 1, puisque c'était la valeur qu'il avait dans D1, et ça m'a aussi ajouté la clé D avec la valeur 1. Ça, c'est une première façon de faire. Une deuxième façon de faire, qui est jolie et qui est peut-être un peu plus élégante, c'est je vais utiliser la syntaxe de unpacking. En fait, je unpack le dictionnaire D0. Donc là, c'est comme si j'avais écrit en fait les éléments de D0 les uns après les autres. Ensuite, je unpack D1. Ça, c'est pareil, c'est comme si j'avais écrit les éléments de D1 les uns après les autres. Et comme quand on déclare un dictionnaire, les dernières déclarations ont priorité sur les premières, en fait, tout ce que j'ai redéclaré dans D1, en fait, va écraser ce que j'avais déclaré dans D0. Alors, ceci dit, petite remarque, si vous vous retrouvez dans des situations comme ça, vous avez envie de fusionner des dictionnaires avec l'un qui prend la précédence sur l'autre, etc., on va voir qu'il y a une autre solution potentiellement, peut-être des situations où vous avez envie d'utiliser ChainMap, dont on parlera tout à l'heure. Pour le moment, je vais d'abord parler de OrderDict, donc qui est une première sous-classe de dictionnaire, donc qui n'est pas fournie de base dans Python, qui est fournie dans un module standard de base de Python quand même, qui s'appelle Collections. Et donc, OrderDict, c'est une sous-classe de dictionnaire qui met un peu plus d'importance sur l'ordre des éléments dans le dictionnaire. Alors, pour ça, il faut faire un petit peu d'histoire sur les dictionnaires en Python. Pendant des années et des années, on a dit oui, les dictionnaires en Python, il n'y a pas d'ordre, c'est comme les sets. En fait, c'est vraiment un sac de paires clés-valeurs. Et peu importe l'ordre dans lequel les choses sont, si vous itérez sur votre dictionnaire, vous n'avez aucune garantie sur l'ordre dans lequel l'itération va se faire, etc. À partir de Python 3.6, dans l'implémentation CPython, qui est quand même l'implémentation ultra majoritaire, les dictionnaires préservent l'ordre d'insertion, mais c'est considéré comme un détail d'implémentation, c'est-à-dire quelque chose sur laquelle vous ne devez pas compter quand vous écrivez du code. À partir de Python 3.7, les gens ont quand même trouvé que tant qu'à avoir cette feature-là, autant décider que c'était officiel, parce qu'il y a quand même des cas où ça rend service. Et donc, c'est devenu une partie de la spécification du langage Python. Et donc, vous pouvez effectivement, vous êtes en droit moral de compter sur l'ordre des clés dans un dictionnaire. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que l'ordre où on va chercher les choses dans un dictionnaire, c'est un ordre LIFO. Donc, si par exemple vous faites un pop item sur ce dictionnaire-là, en fait, il va toujours commencer par popper 3D, ensuite il va popper 2C, ensuite il va popper 1B, ensuite il va popper 0A. Si vous rajoutez une clé, par exemple 4E, elle va être ajoutée à la fin du dictionnaire et ça a vraiment un sens de parler de la fin du dictionnaire. Cependant, il y a quand même un truc pour lequel l'ordre est quand même considéré comme pas important, c'est quand on va regarder l'égalité entre deux dictionnaires. Donc là, si par exemple j'ai un dictionnaire, le même dictionnaire qu'avant, 0, 1, 2, 3, avec les clés, les lettres correspondantes, et cet autre dictionnaire qui est la même chose mais dans le désordre, si je fais un test d'égalité sur ces deux dictionnaires, le test d'égalité me renvoie true parce que en fait, les deux dictionnaires décrivent le même mapping en fait, entre les clés et les valeurs. De plus, les dictionnaires n'ont pas de méthode pour changer l'ordre des paires clés-valeurs. La seule façon dont vous pouvez changer l'ordre d'un dictionnaire, en fait, c'est en enlevant une valeur, enfin, en enlevant une paire clé-valeur et en la réinsérant dans le dictionnaire, parce qu'à ce moment-là, elle va être insérée à la fin. C'est le seul moyen indirect que vous avez de modifier l'ordre d'un dictionnaire. Ben non, non. Donc, c'est là où on en vient aux spécificités de OrderDict. Donc, OrderDict, comme je le disais tout à l'heure, c'est une sous-classe de Dict qui va mettre de l'importance sur l'ordre des éléments. Évidemment, OrderDict a été conçu à une époque où les dictionnaires ne préservaient pas l'ordre. Donc, maintenant, ils sont un petit peu moins utiles puisque pour certaines applications, il vous suffit d'utiliser un dictionnaire. Mais il conserve quand même une importante spécificité, c'est que dans les OrderDict, le test d'égalité est order sensitive. Donc, si je reprends le même exemple que tout à l'heure, mais avec des OrderDict, et si je lui demande si mon premier dictionnaire est égal au deuxième, là, il va me dire non, ce n'est pas le même OrderDict. De plus, quand vous faites un pop item dans un dictionnaire normal, il va toujours renvoyer la dernière clé insérée. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était du LIFO. Alors que dans OrderDict, vous avez un argument optionnel dans PopItem qui est last. Si vous faites last égale true, à ce moment-là, ça prend le dernier élément, donc c'est du LIFO. Par contre, si vous faites last égale false, si vous prenez le premier élément, donc du FIFO.
Une autre spécificité de OrderDict aussi, c'est que vous avez une méthode move-to-end qui va vous permettre de prendre une clé et de la mettre à la fin du dictionnaire ou à la fin de gauche du dictionnaire, c'est-à-dire au début. Donc, si vous dites là, par exemple, move-to-end de la clé 0, bah, voilà, mon OrderDict, il a 0 à la fin. Et si je fais move-to-end de 3 avec l'argument optionnel last égale false, ça veut dire que je ne veux pas le mettre en dernier, en fait, je veux le mettre en premier. Alors, deuxième sous-classe de dictionnaire dont on va parler aujourd'hui, les défauts de dicte. Donc, les défauts de dicte, c'est aussi une sous-classe de dictionnaire qui donne une façon d'avoir une valeur par défaut quand une valeur n'est pas présente. Donc, comme Ellie le faisait remarquer la dernière fois, il y a un point commun avec la méthode setDefault de dictionnaire. La différence étant que setDefault, en fait, vous décidez de la valeur par défaut au moment où vous appelez la méthode setDefault, alors que défaut-dict, en fait, la valeur par défaut, elle est spécifiée au moment où vous créez le dictionnaire. Un petit exemple naïf de ça, je vais définir une fonction qui renvoie toujours, qui prend 0 argument et qui renvoie toujours la chaîne de caractères 0, 0, 0, 0. En fait, c'est le code PIN par défaut des utilisateurs. Donc, je vais faire un dictionnaire qui s'appelle DUserPin. Alors, petite remarque au passage que je n'ai pas faite depuis le début de l'exposé, mais je suis une convention de nommage que j'ai récupérée à Marco, que je trouve très, très pratique pour les dictionnaires. C'est d'appeler ça D underscore. Qu'est-ce que c'est que la clé? Underscore, qu'est-ce que c'est que la valeur? Pour les mappings, c'est quand même assez pratique et ça permet de savoir de quoi on parle. Donc, je fais mon dictionnaire qui a un user associé à un pin et je vais dire, OK, c'est un défaut de dict qui, quand il va avoir besoin de générer une valeur par défaut, va utiliser ma fameuse fonction constante 0000. Je vais rentrer des valeurs dans mon dictionnaire. Donc, je vais dire que le pin de Alice, c'est 1, 2, 3, 4. Le pin de Bob, c'est 6, 6, 6, 6. Et j'affiche mon dictionnaire. Donc, il me dit, OK, c'est un défaut de dict qui utilise telle fonction quand il a besoin de générer une valeur par défaut et qui a Alice associe. Maintenant, si je demande à mon dictionnaire quel est le code PIN de Kate, Kate n'est pas dans le dictionnaire. Mon dictionnaire va appeler la fonction constante 000 pour générer la valeur correspondant à Kate et il va immédiatement l'insérer dans le dictionnaire. Donc, la prochaine fois, il ne rappellera pas la fonction. En fait, il va juste regarder que la clé est là. Attention cependant, là on a utilisé la syntaxe crochet pour accéder au code PIN de Kate. Si on utilise la syntaxe get pour faire la même chose, donc si je fais get pour Dave, à ce moment-là, ça va me faire comme pour un dictionnaire classique, c'est-à-dire que ça va me renvoyer none et ça ne va pas toucher au dictionnaire. Donc là, la syntaxe crochet et le get ne sont vraiment pas équivalents dans le cas d'un défaut de dict. Donc ça, cet exemple-là, bon, c'était un peu un exemple joué et les exemples qui servent vraiment, c'est quand même plutôt les exemples suivants. Alors pour ça, vous vous souvenez peut-être que la fonction set en Python, c'est un convertisseur, donc qui permet de convertir quelque chose en set, mais c'est aussi un initialiseur, donc c'est aussi un truc qui permet de créer un set. Et en particulier, si vous faites set de parenthèses, c'est-à-dire sans argument, bah, ça vous crée un ensemble vide. Donc, on va utiliser ça, en fait, pour faire un dictionnaire qui, à chaque personne, va associer un ensemble. Et cet ensemble, on va le peupler au fur et à mesure. Mais l'avantage, c'est qu'on ne va pas avoir besoin de l'initialiser parce que défaut de dict va le faire pour nous. Alors, j'ai une liste d'événements, c'est-à-dire que voilà, j'ai Alice qui a travaillé, ensuite j'ai Bob qui a dormi, ensuite j'ai Alice qui allait jouer, Alice qui a travaillé, ensuite Bob qui a travaillé. Je vais faire un dictionnaire qui, à une personne, associe l'ensemble de ses activités et je vais dire c'est un défaut de dict. Quand il va falloir initialiser la valeur d'une personne, on va l'initialiser en fait avec un ensemble vide. Ensuite, je vais pouvoir faire une boucle. Donc, pour chaque couple personne-activité dans ma liste d'événements, je vais prendre la valeur correspondant à cette personne et je vais lui ajouter, au sens ensembliste, l'activité en question. Ça, si vous faites ça avec un dictionnaire, évidemment, ça ne va pas marcher parce que la première fois que vous allez rencontrer une personne, bah, le dictionnaire de cette personne, bah, en fait, n'existe pas. Alors que là, l'avantage, c'est que la première fois que vous allez rencontrer une personne, il va immédiatement initialiser ça en appelant set, ça va faire un set vide, et à ce set vide, il va ajouter l'activité. Donc, cette syntaxe-là, elle vous permet finalement de ne pas distinguer, de ne pas faire une distinction de cas
en fonction du fait que c'est la première fois que vous rencontrez cette personne ou qu'en fait, vous l'avez déjà rencontrée et qu'il faut juste ajouter au truc. Et donc, ensuite, voilà, si je regarde le dictionnaire que j'ai généré comme ça, effectivement, j'ai bien Alice qui a joué et qui a travaillé et Bob qui a dormi et qui a... Alors, les autres exemples sont tout à fait du même tonneau. Hein. On peut faire exactement la même chose avec une liste, par exemple. Donc, si je fais un défaut de dict qui utilise la fonction list comme fonction me permettant de donner le défaut, de la même façon, je vais dire, voilà, la clé correspondant à une personne, je vais l'appender avec l'activity. Et la première fois qu'il va rencontrer une personne, ça va me générer une liste vide à laquelle je vais appender l'activity en question. Et donc, on a bien le fait que Alice, elle a d'abord travaillé, puis joué, puis travaillé, alors que Bob a d'abord dormi, puis travaillé. On peut faire la même chose avec un dictionnaire, ce qui va nous permettre du coup de faire des dictionnaires imbriqués. On va faire, voilà, alors pour les doubles dictionnaires, enfin pour les dictionnaires imbriqués, moi je fais souvent effectivement D underscore première clé, underscore deuxième clé, underscore valeur. Donc, on va dire que c'est un défaut de dict. Donc, c'est un truc qui, à chaque personne, va nous associer un dictionnaire qui a une certaine feature, associe une certaine valeur. Donc, par exemple, on va dire, voilà, là, pour Alice, pour la feature age, on a la valeur 32, elle a 32 ans. Pour Alice, pour la feature code PIN, c'est 1, 2, 3, 4. Et pour Bob, la feature age, c'est 27. Et donc ça marche, hein, c'est toujours le même mécanisme. C'est que là, quand on rencontre des personnes feature value de Alice, bah, ce n'est pas présent dans le dictionnaire. Du coup, il génère un dictionnaire vide. Dans ce dictionnaire vide, on va dire que la valeur correspondant à age, en fait, c'est 32. Par so good. Dernier exemple, on peut faire la même chose avec int, puisque int, comme set, list ou dict est aussi un constructeur. Hein. Si vous faites int, parenthèse, parenthèse, en fait, ça vous renvoie 0. Et donc, vous pouvez faire la même chose avec un compteur. Donc, vous faites un défaut de dict. C'est un peu comme ce que je faisais tout à l'heure avec from keys. Hein. Sauf que là, le dictionnaire, tout à l'heure avec from keys, je disais, OK, j'initialise mon dictionnaire avec Alice, Bob, Kate qui ont tous 0. Là, en fait, j'initialise même pas. Je dis, la première fois où tu rencontreras quelqu'un, tu lui mettras 0. Et là, j'utilise par exemple pour compter les lettres dans le mot Mississippi. Donc, pour chaque lettre dans ma string, je regarde la valeur correspondant à cette lettre, je génère 0 si cette valeur n'est pas encore là, et je lui ajoute 1. Alors, cet exemple-là, en fait, est un mauvais exemple, et il est là pour me servir de transition avec la prochaine section, puisque dans cette application-là, en fait, il y a un truc qui va vous permettre de le faire plus facilement, c'est la classe counter. Alors, counter, donc c'est aussi quelque chose qu'il va falloir aller chercher dans le module collection. C'est aussi une sous-classe de dict et qui est spécialisée dans le fait de compter des trucs. Et donc, les trucs qu'on va compter, ça va être les clés du dictionnaire et le compte correspondant, ça va être les valeurs du dictionnaire. La façon la plus commune d'initialiser un objet de la classe counter, c'est de lui faire manger un itérable. Donc, par exemple, ma chaîne de caractères Mississippi, hein, comme les chaînes de caractères sont des séquences, et donc en particulier, c'est des collections, et donc en particulier, c'est des itérables. Et donc, il va itérer là-dessus, il va faire exactement en fait, ce qu'on a fait dans l'exemple précédent, c'est-à-dire mettre 0 quand il n'a pas encore rencontré le truc, et ajouter de 1 de toute façon à chaque fois qu'il rencontre un truc. Ceci dit, si on veut initialiser un counter autrement, c'est-à-dire comme un dictionnaire classique avec une liste de paires clés-valeurs ou une syntaxe entre accolades, etc., c'est des choses qui vont marcher aussi. Pour les éléments manquants, ça ne va pas tout à fait marcher de la même façon qu'un dictionnaire. Ça va plutôt marcher en fait comme un défaut de dict, c'est-à-dire que si vous demandez le compte pour une lettre qui n'est pas présente là dans ce qu'on a compté, en fait, il va vous dire que le compte correspondant à la lettre A, c'est 0. Mais alors, là où ça ne marche pas tout à fait de la même façon qu'un défaut de dict, c'est que cette valeur, il ne va pas la rajouter dans le dictionnaire, par contre. Donc, il vous renvoie 0, mais c'est sans modification du dictionnaire sous-jacent. Alors ensuite, on peut ajouter des comptes, ce qui peut être utile si vous voulez ajouter les comptes présents dans 2 mots, par exemple, ou dans 2 lignes d'un fichier, ou dans quoi que ce soit. Donc, si je définis mon premier counter toujours comme étant les comptes du mot Mississippi, je peux l'updater
avec un autre itérable, auquel cas il va rajouter les trucs qui comptent dans le deuxième itérable. Donc là, voilà, j'ai toujours les mêmes valeurs avec en plus A, B, C qui ont tous été comptés à 1. Et je peux aussi updater avec un mapping. Par exemple, je peux dire, voilà, rajoute-moi 1 pour M, rajoute-moi 1 pour I. On peut aussi soustraire des comptes. Bon, bah là, c'est les mêmes syntaxes. Hein. On soustrait, soit avec un itérable, soit avec un mapping. Alors, la soustraction, elle change quand même un peu un truc. C'est que du coup, potentiellement, vous pouvez avoir des comptes négatifs. C'est pas un problème. Voilà. On a décidé qu'en fait, on avait le droit d'avoir des comptes négatifs. On peut itérer sur les éléments d'un compteur. Donc là, ce n'est pas l'itération au sens du dictionnaire, hein, où on va itérer sur les paires clés-valeurs. C'est vraiment une itération où on va itérer autant de fois que les choses sont présentes dans le compte. Donc, si j'itère là sur mon dictionnaire, en fait, il va itérer, il va me donner une fois M, il va me donner 4 fois I, il va me donner 4 fois S et il va me donner une fois P. Petite remarque en passant, quand on itère comme ça sur elements, en fait, ça va ignorer les éléments qui ont un compte négatif, s'il y en a. On va aussi avoir facilement accès aux choses les plus courantes, les plus communes, les plus fréquentes, hein, si je trouve le mot, dans mon truc compté. Et vous pouvez lui dire les combien plus fréquentes vous voulez. Donc, si vous lui dites, voilà, je veux les 3 plus fréquentes, il va vous dire, OK, c'est I qui est là 4 fois, S qui est là 4 fois et M qui est là une fois. Et j'imagine qu'en cas d'égalité, il prend celle qu'il a rencontrée en premier. C'est cohérent avec mon exemple. En tout cas, je pense que c'est une règle générale. Enfin, les compteurs, c'est un truc qui peut assez naturellement représenter des multisets. Donc, des multisets en maths, enfin plutôt, c'est surtout un truc qu'on utilise en informatique. C'est donc comme des sets, donc c'est des collections non ordonnées d'éléments, mais où les éléments, on peut dire qu'il est présent plusieurs fois. En fait. Donc, c'est un truc qui est vraiment tout à fait moralement équivalent à ce qu'on manipule là avec les objets counters en Python. Mais par contre, le fait de le voir en termes de multisets, ça nous donne envie de faire des opérations ensemblistes dessus. Donc, si par exemple, j'ai un premier sac qui contient 3 fois l'élément A et une fois l'élément B, et un deuxième multiset qui est un sac qui contient une fois l'élément A et 2 fois l'élément B, je peux tout à fait dire, OK, je vais faire l'union de ces deux multisets. Donc, ça revient à faire en fait une addition des comptes. Je peux faire la soustraction, donc une soustraction des comptes. Mais là, on va donc compter seulement les éléments positifs. Si vous y réfléchissez, c'est exactement ça qu'on fait quand on fait une soustraction ensembliste. Hein. Si je dis, je prends l'ensemble ABC et j'enlève l'ensemble CD, en fait, bah, ça enlève C, mais ça enlève, enfin, le D, on s'en fout, on l'a enlevé, mais il n'était de toute façon pas là. L'intersection, c'est un minimum. Là aussi, c'est cohérent avec ce qu'on fait quand on fait des ensembles classiques. C'est juste que les ensembles classiques, les choses peuvent être là 0 fois ou une fois. Et l'union, ça va être le maximum. Là aussi, c'est la même chose que ce qu'on fait pour des ensembles classiques. Ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur les counters. Et maintenant, donc, pour terminer, on va parler d'une dernière sous-classe de dict qui est les chain maps. Donc, les chain maps, je vous en ai parlé tout à l'heure quand on parlait de fusionner deux dictionnaires. Et en fait, quand on fusionne deux dictionnaires, c'est toujours forcément implicitement avec un ordre de priorité, puisque si vos deux dictionnaires associent une certaine valeur à la même clé, il faut bien que vous décidiez si c'est la clé du dictionnaire 1 ou la clé du dictionnaire 2 qui va être prise en compte. Donc, c'est exactement ça que fait ChainMap en vous autorisant à avoir un ordre de priorité sur les dictionnaires. Mais à la différence de ce qu'on a fait tout à l'heure avec une fusion de dictionnaires, là, en fait, on va garder toute l'information en fait, des dictionnaires sous-jacents. Donc, mon petit exemple, c'est inspiré en fait de ce qui se passe dans la petite tête de Python sur les variables, entre les variables qui sont des built-ins, des variables globales ou des variables locales. Imaginez que vous avez un premier dictionnaire qui a A associe 0 et a B associe 0, un deuxième dictionnaire qui a A et C associe 1, et un deuxième dictionnaire qui a A et D associe la valeur 2. À partir de ça, on peut constituer une chain map qui va prendre les locales variables, puis les globales variables, puis les built-in. L'ordre de priorité, il est comme ça, c'est regarde d'abord dans les variables locales, ensuite regarde dans mon dictionnaire global variable, ensuite regarde dans mon dictionnaire built-in.
Donc, quand je vais afficher ce dictionnaire-là, il va me montrer, voilà, c'est une chain map de 3 dictionnaires, donc par ordre de priorité décroissante. Maintenant, si je lui demande quelles sont les valeurs associées aux différentes clés, pour A, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, bah, écoute, A, c'est facile, je le rencontre dès le premier dictionnaire, donc A, pour moi, sa valeur, c'est 2. B, quelle est sa valeur? Il n'est pas dans le premier dictionnaire, donc bah, tant pis. Il n'est pas dans le deuxième dictionnaire, bah, tant pis. Par contre, je l'ai trouvé dans le troisième dictionnaire, donc pour moi, sa valeur, c'est 0. Et ainsi de suite. Hein. C, la première fois qu'il est rencontré, c'est dans le deuxième dictionnaire, il vaut 1. Et D, la première fois qu'il est rencontré. Maintenant, si j'essaye de modifier une valeur dans ma chain map, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va le modifier dans le premier dictionnaire, puisque c'est ce dictionnaire qui est prioritaire, c'est le dictionnaire dans lequel on va regarder. Évidemment, si on dit que variable de A vaut 3, on veut que la prochaine fois qu'on va accéder à A, il faut que ça vaille 3. Donc, il faut bien le modifier dans le premier dictionnaire. Donc, si je fais ça et que je regarde le résultat, effectivement, A a été modifié dans le premier dictionnaire, mais il n'a pas été modifié dans les autres dictionnaires. Ça, d'ailleurs, c'est exactement ce que vous faites quand vous modifiez la valeur d'une variable locale A. En fait, ça modifie la valeur de la variable locale, mais par défaut, ça ne modifie pas les contextes extérieurs, enfin plus outer que celui dans lequel vous êtes. Et si vous voulez modifier la valeur de la variable globale A, à ce moment-là, vous allez dire, voilà, vous allez le dire explicitement, c'est-à-dire vous allez le modifier dans le dictionnaire correspondant. Vous dites, OK, maintenant ça vaut 42. Et comme de toute façon, chain map, c'est jamais qu'une liste d'adresses, une liste de pointeurs qui va vers les différents dictionnaires, il va aller il voit la modification dans le chain map. Voilà. Après, il y a quelques petites méthodes qui permettent de manipuler ces objets-là. Bon, le jour où vous en avez besoin, vous pouvez aller voir la doc de chain map, c'est pas très long. C'est pas très... Alors, petit PS donc pour tout ce talk sur les collections, les pièges liés au fait d'utiliser des objets mutables. Donc, ce n'est pas spécifiquement lié aux collections, mais il y en a quand même plusieurs qui sont mutables. Il y a notamment les sets, les listes, les dictionnaires, donc des trucs qu'on utilise un peu tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut faire comme bêtise? La première bêtise classique, c'est quand on veut copier un objet mutable. Si je dis, voilà, j'ai ma liste, par exemple, qui est ABCD et que je veux avoir une copie de liste qui est la même chose que ma liste, bah, évidemment, si je fais ça, ça va juste me donner le même pointeur. Donc, en fait, ça pointe vers la même liste. Et le jour où je modifie ma liste, par exemple, en ajoutant l'élément E à la fin, et ben, en fait, mes deux listes ont été modifiées et ma copie, en fait, c'était pas une copie, c'était juste une copie d'adresse. Le jour où vous voulez faire une vraie copie, évidemment, il faut utiliser la méthode copy. Donc, copie de liste égale mylist.copy. C'est la seule différence entre mes deux cellules là. Et après, si vous ajoutez un élément à E, si vous ajoutez un élément à ma liste, pardon, il a été ajouté à ma liste et par contre, il n'a pas été ajouté à copie de liste. Pour la petite histoire, juste pour voir s'il y a des gens qui sont réveillés, est-ce que vous voyez une autre façon d'écrire ça d'ailleurs que mylist.copy? Oui, effectivement. Donc, tu peux faire liste de mylist, ça va marcher aussi. Oui, c'est vrai. On va vérifier que la version de Quentin marche, mais je suis assez d'accord. Pour info, à distance, on n'entend pas les questions. D'accord. Donc, en fait, là, c'était moi qui posais les questions parce que c'est moi l'interrogateur dans cette salle. Donc, je demandais s'il y avait donc une alternative à mylist.copy et donc Quentin proposait de faire liste de mylist, donc de rappeler le constructeur. Effectivement, le constructeur, en fait, il va itérer sur mylist et il va se générer à partir de ça et donc on vérifie que ça marche bien. Ça, c'est une deuxième option qui fait la même chose. Allez, on va s'amuser à faire le plus de... Donc là, je suis une suggestion de Fabien. Hein. Voilà. Donc ça marche aussi. Allez, et, je ne sais pas si quelqu'un a encore une suggestion, sinon je vais vous en donner une autre. Ok. Oui, si ça marche. Ah, my list.
Ça fait partie du zen de Python de dire que il faut qu'on puisse faire toute chose et que de préférence, il faut qu'on puisse le faire d'une seule façon. Ok, donc ça c'était juste pour s'amuser. Et alors le deuxième piège très très classique aussi quand on utilise des mutables, c'est d'utiliser un mutable comme argument par défaut dans une fonction. Donc voilà, j'ai une fonction un peu stupide, hein, mais c'est pour l'exemple. Donc j'ai une fonction qui va append de la valeur 42 à une liste. Donc voilà, lst.append de 42, je renvoie la liste. Et j'ai décidé que en fait lst c'est un argument optionnel et que si l'utilisateur ne mettait pas d'argument, en fait j'allais prendre la liste vide et que en fait j'allais renvoyer la liste où il n'y a que 42. Alors, si j'appelle ma fonction avec la liste 1, 2, 3, ça va faire effectivement ce qu'on veut, hein, c'est-à-dire modifier cette liste en lui ajoutant 42 et renvoyer la liste en question. Si j'appelle la fonction sans argument, ça va effectivement faire ce que je veux aussi, c'est-à-dire prendre la liste vide, ajouter 42 et me renvoyer le résultat. Par contre, si je refais la même chose, c'est-à-dire append 42, parenthèse, parenthèse, ça va me renvoyer la liste 42, 42, ce qui n'était pas ce que je voulais. Alors, pourquoi ça fait ça? Parce que, toujours pareil, les mutables, c'est des trucs qui marchent par adresse. Donc, au moment où je déclare ma fonction, en fait, Python crée une liste vide, il la met quelque part, et il dit l'argument par défaut de cette fonction, il est à l'adresse machin quelque part en mémoire. Et du coup, la première fois que je l'appelle, il va chercher la liste, c'est une liste vide, il est content, et il rajoute 42, il renvoie le résultat. La deuxième fois que j'appelle la fonction, en fait, il va aller chercher l'argument par défaut, qui est une liste à telle adresse quelque part en mémoire. Il va voir la liste. Dans la liste, il y a 42. Il append 42 et il renvoie 42, 42. Donc, c'est très probablement pas ce qu'on voulait faire. J'imagine qu'il y a des gens qui connaissent la solution. Donc, pareil, je vais voir si vous êtes réveillés. Moi, j'ai pas de charme. On écrit une fonction. C'est-à-dire on met un lambda. Ah zut, je me souviens que c'était comme ça qu'on se sentait, mais j'ai plus le détail. Décrocher, c'est un constructeur ou pas? Est-ce que à la place de décrocher, si tu mets liste, parenthèse? Alors, si tu mets liste, parenthèse, à la place de faire crochet, ça va faire exactement la même chose. Ça va créer une liste vide, la ranger quelque part en mémoire, et c'est ça ton argument par défaut. Il ne recommande qu'une solution. Alors, qu'est-ce qu'il dit, PyCharm? PyCharm, il dit append 42, list égale none. Oui, tout à fait. Et if list is none, list is list. Tout à fait. Donc, la solution standard, effectivement, c'est de faire ce que disait Fabien. Je vais le répéter pour les gens qui sont pas dans la salle. Donc, c'est de faire lst égale none. Donc, voilà, c'est un peu bizarre en ce sens que, du coup, notre argument par défaut n'est pas une liste. Donc, ça va choquer les gens qui aiment les langages très fortement typés. Donc, si list est none, en fait, à l'intérieur du programme, je vais dire lst égale crochet. Et là, en fait, c'est à ce moment-là et à ce moment-là seulement qu'il va créer une nouvelle liste avec un crochet. Donc, il va le refaire à chaque fois que je vais appeler la fonction avec none comme argument. Et du coup, ça va bien faire ce qu'on veut. Voilà. Après, c'est un côté un peu surprenant, effectivement, que l'argument par défaut pour une liste soit none, mais comme c'est une syntaxe extrêmement courante en Python, en fait, ça va choquer personne et tout le monde, en fait, va comprendre ce que vous voulez faire quand vous faites ça. Oui. Si tu mets l'argument par défaut. Oui. Oui, non, parce que le problème, c'est que si tu mets pas de… Donc, alors, la question, excusez-moi, je vais répéter la question d'Edouard. La question, c'était si je mets pas d'argument par défaut, c'est-à-dire je fais append 42 de lst, tout court, et à l'intérieur de mon truc, je mets lst égale crochet d'une façon ou d'une autre. Le problème, c'est que si je fais ça, au moment où je vais essayer de l'appeler sans argument, je vais me faire insulter avant même qu'il commence à lire le code qui est à l'intérieur de ma fonction. Voilà. Bah, du coup, on arrive au bout de cette session un petit peu plus courte que d'habitude. Donc, dans cette session et la précédente, on a parlé de collection, donc set, sequence et mapping. Dans set, donc il y avait set et frozen set. Dans sequence, il y avait notamment tuple, name tuple, list, deque. Et j'ai pas souhaité parler de string et bytes parce qu'il y a des méthodes quand même très spécifiques dans des chaînes de caractères. Et donc aujourd'hui, on a parlé de mapping, donc de dictionnaire ordonné, défaut de dict, counter et chain map.